Bonsoir tout le monde. Désolé un petit peu pour les méandres des problèmes techniques de ce soir, mais nous voilà enfin. Pour un moment que vous attendez tous et toutes, on va dévoiler les noms des athlètes qui vont représenter la France à la Nations Cup 2025. Donc elle aura lieu à Salou, hein, comme les 3 dernières années d'ailleurs. Donc c'est un événement qui est très attendu, une grosse étape pour le développement du quadball, hein, au niveau mondial d'ailleurs. Et donc pour annoncer cette liste tant attendue, j'ai Albert Bréjot et Théo Coupé qui sont avec moi, qui sont tous deux coachs et sélectionneurs de l'équipe de France, sur ces 2 dernières années d'ailleurs. Bonsoir à vous. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Du coup, on arrive au terme des 2 ans de vos mandats, hein. C'est un mandat qui est fait sur 2 ans pour avoir le cycle complet IG World Cup. Et depuis quelques années, enfin depuis 2 ans, 3 ans maintenant, il y a deux éditions de Nations Cup qui se sont greffées sur ce mandat, hein. Donc je propose, on commence un petit bilan de ces 2 dernières années, de ce que vous avez fait. Donc on peut récapituler déjà une 5e place à la Coupe d'Europe des Nations à Londres en 2024, qui s'est suivi d'une 6e place à la Coupe du Monde à Tubize il y a encore quelques semaines. C'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. C'est vrai. Donc on a une France qui reste quand même, malgré, enfin depuis le début, dans les nations top, que ce soit au niveau européen ou mondial. Et très récemment, on peut rajouter une autre compétition internationale qui est du coup la Nations Cup, avec entre autres une très belle performance à l'édition de l'année dernière, qui était une 2e place. Je pense qu'on peut tous se rappeler la photo qui a été prise d'Albert, où on le voit accroupi sur le banc de l'équipe, avec beaucoup d'émotion dans ce regard. C'est peut-être C'était bien beau. d'ailleurs la première fois qu'on te voit aussi touché d'une performance sportive. C'est vrai. La France forte. La France qu'on aime. Non, non, c'était cool. C'était cool et j'ai rarement l'occasion de le voir exclusivement du banc parce que c'est difficile d'être investi pour les autres quand on est investi pour soi. Donc là, on a la chance d'être deux avec Théo et donc d'avoir tout le temps quelqu'un de l'extérieur à 100% et ça fait, je crois, une bonne différence. Donc, plutôt très content. Ouais. D'ailleurs, Théo, hein, qui a rejoint les bancs de l'équipe de France, on sait que tu as été un peu mis sur le côté du terrain à cause d'une blessure, hein. Est-ce que c'était déjà un futur que tu envisageais d'intégrer le staff équipe de France, ou c'est un peu le fait de rester un peu sur le banc de touche qui t'a motivé à t'investir d'une autre manière? Alors, c'est effectivement une manière en fait de continuer quand on est blessé, mais non, enfin, c'est je- c'est depuis au moment des IDGs où j'ai vraiment voulu commencer à m'investir un peu plus. Et enfin, on en parlait avec Albert déjà à ce moment-là, mais c'est vraiment dans la préparation des IDGs où je savais que je voulais m'investir un peu plus. Et disons que ma blessure n'a été qu'une occasion de m'investir, d'avoir encore plus de temps à mettre là-dedans. C'était, c'était quelque chose qui était déjà prévu et c'était pas subi. J'espère pas que c'était subi de supporter 2 équipes de France pendant 2 ans, surtout avec les caractères qui les composent de part et d'autre. Et du coup, enfin, bon, Albert, ça fait très très longtemps qu'il est plus ou moins pas loin du staff équipe de France, mais peut-être que tu peux nous dire un petit mot sur ces 2 années, comment toi tu l'as vécu en t'ayant un peu plus investi. Donc, voilà, si t'as quelque Ouais, chose à bah me dire. j'ai, comme tu dis, été plus ou moins proche du staff, soit officiellement, soit officieusement, un peu depuis le début, d'avoir rejoint notre belle équipe et Beau Sport en 2014-15. J'ai l'avantage de pouvoir comparer entre guillemets et apprécier les saisons 2016-2017 où j'avais eu la responsabilité aussi, et là plus récemment. Et franchement, j'en retiendrai, même si c'était deux époques différentes, certainement la meilleure expérience là depuis les 2 dernières années. Que ce soit d'un point de vue personnel et ce que je crois avoir réussi à apporter à l'équipe, ou soit même de manière générale. J'ai toujours voulu intégrer un maximum de gens pour que les trucs soient pas trop centrés sur une personne, à savoir moi, ou plus généralement parisiano-centré. Et Emeline, qui aurait pu faire partie là
de cette intervention y est pour beaucoup, mais pas que. Antoine qui a fait du boulot. En gros, on avait toutes les idées de ce qu'il fallait améliorer grâce aux premières occasions qu'on a eues de s'investir. Entre-temps, j'oublie pas ni Cédric ni William qui ont tenu la baraque à des périodes où il y avait peut-être moins d'engouement au niveau national, période Covid, une galère pas possible. Et je suis assez content de comment on a rebondi après ça. On a probablement les meilleurs taux de présence, d'investissement aux différents camps qu'on a fait, alors même que depuis 2 ans, on n'a jamais demandé autant de présence justement que depuis que le club ou la Fédé a été créé. Donc franchement, pour avoir vu l'avant, l'après, le pendant de chaque saison, c'est plutôt excellent. Et le fait qu'on arrive à lancer un roster comme ce soir pour une deuxième sélection nationale, qui, vous allez le voir sans spoil, va faire apparaître de nouveaux visages. Je sais que 5, 6, même 10 ans en arrière, on aurait eu du mal comme ça à trouver 2 fois une vingtaine d'athlètes capables de représenter la France. Donc ça, c'est que du mieux. J'espère que ça continuera. Et, et j'espère que ça donnera aussi envie à d'autres de s'investir parce que, à titre personnel, j'en reviens grandi, quoi. Je suis au service du projet, mais j'y gagne au moins autant que ceux qu'on accompagne. Donc, j'espère que ça a motivé Théo aussi de recevoir autant qu'il a donné. Mais c'est hyper important et je suis très content. Super, bah justement Théo, toi, de ton regard de nouveau dans le staff équipe de France, qu'est-ce que tu retires de ces 2 années qui sont passées? Bah, 2 années, moi, c'est Ouais, surtout une année, oui. parce que enfin, je suis officieusement dans le roster du coup depuis la rentrée dernière. Et c'est vrai que c'est comme c'est différent de voir un peu ça de l'autre côté. Et c'est dur de voir un peu une évolution comme Albert, où j'ai beau avoir fait mes premiers camps en 2018, c'est vrai que c'était différent. Mais ce que je retiens, enfin, c'est Albert l'a beaucoup dit, mais on a quand même beaucoup de motivation de la part de tout le monde, et c'est vraiment très agréable d'avoir plein de gens qui sont là à se motiver, et de pouvoir avoir assez de gens pour pouvoir sortir deux listes sur 2 listes de 20 personnes motivées. Et enfin, comme on l'a dit, on choisit les personnes, donc on prend pas uniquement les personnes qui viennent, donc c'est vraiment agréable d'avoir et enfin, agréable et passionnant de travailler avec plein de gens comme ça, quoi. Est-ce que, justement, vu que tu es arrivé dans le staff très récemment, est-ce que tu as pu mettre en place des choses que tu aurais aimé avoir toi en tant que joueur venant du staff équipe de France? Est-ce que tu t'es senti assez libre d'arriver avec de nouvelles idées, de nouveaux exercices, de nouvelles stratégies à mettre en place? Oui, du coup, assez. Bah, tu les as vus en camp, mais oui, c'était aussi un peu l'objectif, et ce pourquoi je voulais m'investir, c'était vraiment apporter quelque chose de nouveau. Peut-être que j'aurais aimé voir, et continuer potentiellement l'année prochaine de pousser ça. Il y avait pas mal d'essais, pas mal de choses cette année, vu que on sort un peu des sentiers battus pour pas mal de choses. Donc, on a essayé. Il y a plein de choses qui me vont pas actuellement, mais enfin, sur la manière dont ça s'est passé. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis quand même content parce qu'on a quand même réussi à faire pas mal de choses, et, euh, et c'est beaucoup de positif. Merci à vous deux pour ce bilan. J'en profite, un petit message. Donc, si je me trompe pas, les candidatures pour le staff équipe de France sont ouvertes jusqu'à la fin du mois. Donc, si... Non, je Ah, crois qu'ils sont ça c'est terminé. terminés Mince. dimanche dernier. Bon, bah, la membre du CA qui n'est pas très au courant. Bon, bah, tant pis. J'allais faire une petite annonce de promotion, mais C'est, s'il y a des réveils de je dernière pense que minute, s'il y a des je pense que, retardataires, voilà, je pense que ça passe si jamais vous êtes vraiment intéressé pour apporter un nouveau souffle, on peut dire, enfin, vous apporter de nouvelles idées dans le staff équipe de France, que ce soit en tant que coach, en tant que sur des postes de sélection, que ce soit de soutien logistique. Il y a énormément de, entre guillemets, petites missions. Je dis petites dans le sens où elles prennent moins de temps,
elles sont peut-être, elles vont demander un peu moins d'investissement, mais qui sont tout aussi importantes. Donc voilà, si jamais vous voulez aider, Mm. réveillez-vous, il est encore temps, et vous pouvez Et de envoyer manière vos générale, candidatures. la candidature était, enfin, c'était uniquement pour la partie vraiment sélectionneur, la Ouais, personne ouais, qui représentera ça. C'est de toute manière, il y aura besoin de former une équipe, que ce soit autour de l'aspect sportif, que ce soit autour de l'aspect plus logistique. Il y aura plein de choses, je pense, à former aussi. On aura surtout, besoin de gens de manière surtout générale. avec le format de tournoi de l'année prochaine qui imposera les IG et la Nations Cup en même temps, a priori. Donc on n'a pas encore tous les détails logistiques, mais la compétition aura lieu le même week-end. Donc, ce qui va demander des ressources humaines et logistiques assez importantes pour venir à bout. Mais, Effectivement. mais on va se recentrer sur le sujet de ce soir, c'est la Nations Cup 2025 pour le moment. Donc on a parlé de la deuxième place que la France a obtenue l'année dernière. Est-ce que ce résultat, ça vous met un peu de pression pour cette année, ou au contraire vous êtes plutôt rassuré, confiant sur la performance de cette équipe de France? Hmm. Je dirais que la pression est sur les joueurs, bizarrement, pas tant sur nous d'un point de vue coaching, parce que je crois qu'on a correctement préparé tout le monde. Je continue de croire que le message est bien passé dans la liste des garçons, des filles, de n'importe qui sera finalement appelé à représenter la France. On y va exclusivement pour faire mieux que la dernière fois, ce qui nous laisse quand même pas beaucoup de place. On peut difficilement faire mieux, mais c'est quand même l'ambition. Vous allez le voir, je spoil sans spoil, mais comme ça en avance, le roster il est intéressant pour des joueurs qui vivraient leur première sélection, comme pour des joueurs qui ont peut-être déjà été sélectionnés, parce que justement, un peu à l'image de l'année dernière, on avait des mentors qui avaient pu peut-être donner la direction, le cap, hein, comme le captain finalement étymologiquement est corrélé. Donc on a réussi, je crois, Théo surtout qui a beaucoup travaillé sur le roster, a réussi à garder du sens en même temps qu'on a des objectifs bien clairs, avec un roster qui va être à la hauteur, comme souvent on aime bien cette maxime, des ambitions du groupe, avec, j'espère, ça c'est très personnel, mais le fruit de nos entraînements et de nos camps équipe de France, où tous les gens qui n'ont pas été sélectionnés à la Coupe du Monde ont passé l'intégralité de l'année à s'entraîner contre l'une des plus grosses équipes du monde. Donc c'est toujours intéressant quand on arrive à la Nations Cup de se rendre compte finalement de son niveau après qu'on ait été des sparring partners de luxe pour une équipe qui a pu briller là en Belgique. C'est l'une des choses qui me fait un peu briller les yeux, c'est de voir les joueurs, les joueuses se rendre compte du niveau qu'ils ont sur la scène internationale quand ils sont pas en train de se faire balader par des tauliers de 10 ans d'expérience dans des entraînements qu'ils connaissent par cœur. Donc je crois que l'équipe a été correctement pensée et qu'alors, Et effectivement, on vise le titre. Oui, pour plein de raisons aussi, aujourd'hui, l'équipe a été composée un petit peu différemment de l'année dernière. Parce que, enfin, déjà par rapport aux règles de la Nations Cup, mais l'idée étant vraiment d'avoir une équipe de développement qui nous sert un peu de playground pour toutes les joueurs et joueuses qui sont là et qui viennent. Et comparé à l'année dernière où on avait, comme Albert disait, pas mal de personnes qui n'étaient pas aux IGs, mais qui avaient quand même beaucoup d'expérience. Ici, vous allez le voir, on peut spoiler un peu non, comme ça, mais non, personne n'a plus pas de une spoil. sélection dans les 21 dans la liste. Donc oui, oui, clairement. Il y a, il y a cependant une vision quand même compétitive, c'est-à-dire que l'année dernière on a fait deuxième, mais rien ne nous empêche de refaire deuxième ou encore mieux cette année. Tout à fait. C'est ce qu'on vous souhaite du plus fond de notre cœur, je pense. En parlant du processus de sélection, justement, qui s'est fait en plein été, là, vous voyez, on est le 19 août, donc forcément un processus de sélection qui s'est fait au cœur de l'été, après une compétition qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui a été très demandante en termes de ressources humaines.
Est-ce que, puis avec des joueurs et des joueuses que vous n'avez pas vus depuis juin, voire même un peu plus loin, parce qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement depuis le mois de juin, est-ce que c'est une situation qui complique un petit peu les choix à faire pour votre sélection? Alors, de mon point de vue, non, parce que en fait, quand on fait une liste, en général, on a déjà un petit peu. Quand on fait la liste pour la Coupe du Monde ou pour les IDGs, à ce moment-là, on a déjà une idée de qui pourrait rentrer, qui on met ensuite, et on a assez rapidement en fait deux listes qui se créent. En fait, on va pas cet été-là, on n'arrive pas d'une page blanche. C'est-à-dire qu'on a déjà des personnes, on sait qui vont rentrer dans ce roster parce que soit on s'est dit peut-être qu'on va les prendre pour l'équipe de France, ou soit on s'est dit ces personnes-là ont besoin d'un peu plus d'expérience pour être sélectionnées en équipe de France. Et du coup, on sait qu'on a envie de les voir à la Nations Cup, à Salou, mais pour pouvoir potentiellement les voir en équipe de France plus tard. Donc on part pas du tout d'une page blanche, et c'est pas vraiment embêtant de ne pas avoir vu les joueurs et les joueuses, parce que au final, la liste, elle est quasiment faite avant. C'est simplement que pour plein de raisons logistiques, en fait, on peut l'annoncer après. Et aussi, par rapport aux règles du comité, on a dû tarder un petit peu pour l'annoncer, mais au final, la liste, oui, est quasiment finie quand la première est finie aussi. Ouais. Très bien, tu parlais de retour du comité. Enfin, une spécificité de la Nations Cup, du fait de par son rôle de compétition de développement, elle a des règles de sélection un petit peu particulières qu'on ne rencontre pas pour les équipes qui vont aux IG et à la World Cup. Est-ce que brièvement, vous pouvez en dire un mot? Je sais que ces règles ont un petit peu évolué cette année justement, donc vraiment en quelques minutes nous expliquer un peu les changements et ce que ça a impliqué sur la sélection. Ouais, je peux prendre le relais parce que justement, c'est un peu lié à comment la France, typiquement, a choisi de construire son roster de l'année dernière. Le tournoi de la Nation Cup a toujours été un peu flou parce que, comme vous le savez peut-être, ce tournoi n'est pas officiel. Il n'est pas AQA related. Il est simplement une initiative bienvenue d'un tournoi qui accueille, à l'image d'une Coupe du Monde, des équipes de partout sur la planète, sans préqualification aucune. Sauf que elle a été créée dans un contexte un petit peu curieux où une année où la Coupe du Monde était aux États-Unis et donc bien inaccessible pour pas mal d'équipes nationales, était une très bonne alternative. Historiquement, la finale de la Nation Cup a été l'équipe nationale espagnole n'ayant pas pu se rendre aux États-Unis contre l'équipe nationale italienne n'ayant pas pu se rendre aux États-Unis. Une fois que ça a eu lieu, ça n'a pas permis de créer une organisation saine et pérenne. Donc les équipes officielles n'ont plus le droit de participer, entre guillemets, l'équipe principale, celle qui va participer aux IGs ou à la World Cup. Si demain la World Cup est en Australie et que c'est la même galère logistique pour la moitié de l'Europe, peut-être que ça reviendra. Mais en tout cas, depuis, il a été décidé que ce tournoi-là, soit limité dans la constitution des rosters à un nombre, lui aussi limité, de joueurs et de joueuses ayant déjà porté le maillot de leur sélection nationale à n'importe quel événement depuis la création en 2012 ou même avant 2011 pour certains qui sont encore là. Donc on a cette année à respecter des quotas d'autant plus sévères avec la France que la France a une position, un indice, un peu comme l'indice FIFA, un indice sur le niveau international qui est assez bon, on va pas se cacher. C'est du top 6 monde, top 5 aux États-Unis et top 2 de la Nation Cup. On a un nombre de points limité, donc pour être le plus clair possible et transparent avec vous, on a accès à 4 points au maximum divisés sur l'intégralité de notre roster, ou même 3 points, on me montre avec des doigts. Mais comme on est des bons négociateurs, on a poussé un peu les murs. Officiellement, on a le droit à 3 points qui correspondent à notre index. Des équipes moins bien développées auront plus de points, vous l'aurez compris. Et ainsi, on doit compiler avec le fait que tous les joueurs en France ont un score. Si vous n'avez jamais participé à une équipe nationale, vous avez un score de 0. Vous êtes évidemment bienvenu, et même mieux que ça, vous avez
le pédigré pour ce tournoi. Et on est très content, vous allez le voir, il y a plus d'une dizaine de joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés à aucune sélection et qui aujourd'hui font leur premier pas sur la scène internationale. On sera ravis de vous les présenter là dans quelques minutes. Et on a dû compiler avec une autre partie du roster où l'un, l'autre, le suivant, le précédent représente une proportion de petits points entre 0,5 et 1. Et on doit arriver au total des 3 points. Donc vous allez voir que la sélection reflète le cadre qui nous a été imposé. Pour autant, on est complètement d'accord avec Théo, c'est hyper important de vous le dire, sur ce fonctionnement. L'année dernière, on avait dans le roster des joueurs qui avaient déjà plusieurs sélections à leurs actifs. Amel était là, Mourad était là, Kélian était là, Audrey était là, Gauthier était là. On a un petit peu accéléré en faisant ça la réflexion des organisateurs de la Nation Cup. Et je pense que c'est très bien. Hein, il faut provoquer pour que les choses évoluent. Et si ça tenait qu'à moi, je trouverais un moyen d'enlever la hoop defense en faisant plus de provocation. Mais en tout cas, on en est là. Et vous allez voir que le roster ressemble à ça. Donc ne soyez pas plus ou moins étonné. Si vous avez le sentiment que vous ne correspondez pas exactement à cette histoire de points, c'est parce que Théo a bien négocié et qu'alors on a quand même réussi à amener un roster cohérent avec cette ambition de développer l'équipe. Théo l'a dit et je conclue là-dessus, ce tournoi doit être dans l'esprit de chacun des joueurs, des joueuses qui participent, un tremplin vers les prochains ZG. Et c'est pour ça qu'on intègre et qu'on intégrera dès le prochain camp pour la saison 2026 ou 2025-2026, et peu importe qui reprendra le relais au coaching à la sélection. On invitera toujours les sélectionnés, les non sélectionnés, les prétendants, les postulants, les non postulants dans les mêmes camps, lesquels vont vous permettre justement d'être dans l'environnement le meilleur possible pour progresser et atteindre nos objectifs. Hein, on n'est toujours pas champion du monde. J'espère Ça survivre à reviendra. cet événement. Ça viendra peut-être un jour. Ça viendra peut-être un jour. Mais c'est vrai Donc, ouais, qu'on ouais, c'est commence à se important faire, d'avoir on se ça. fait vieux là. Il serait temps que ça arrive. Hein. C'est vrai. Faire des enfants pour qu'ils deviennent champions du monde. Mais ouais, la remarque, elle est bien sur ce cadre de points. Si vous le souhaitez, on partagera à votre demande sur Discord un peu le détail de ce qu'était le cadre qu'on nous a imposé. Mais on va pas le faire ce soir. C'est juste pour vous donner le contexte. Là, il y a des points, on est dans les points, tout le monde a le droit de jouer. Il n'y a pas des surprises où machin pourra jouer avec machin, comme c'était le cas il y a 2 ans, c'était un peu chiant. Ou l'année dernière, pardon. Donc là, on est tout bon. Allez, on va pas les faire patienter parce qu'il commence à y avoir beaucoup de boum boum dans le chat. Dernière petite question avant de passer au vif du sujet. Sans révéler de nom, hein, pas de spoiler encore. Est-ce qu'il y a des surprises dans cette sélection? Par surprise, j'entends peut-être. Est-ce que vous avez sélectionné des gens que vous attendiez pas en début de saison, par exemple? Pense pas. Je pense il y a pas forcément de surprise à avoir où enfin, tout le monde mérite sa place et je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de surprise dans Il y ce a moyen qu'il y roster. ait des surprises pour les gens qui regardent, mais du point de vue de Théo et du mien, il n'y a pas de surprise parce que Oui. personne ne s'est découvert il y a 2 semaines, hein, clairement. On n'a que des gens sur qui on aurait aimé compter. On s'est fait la remarque avec Théo et c'est pour ça qu'on a performé, je pense, l'année dernière correctement et que cette année, on a des ambitions. C'est que si à la Coupe du Monde en Belgique, on nous avait dit non pas 21 plus 5, mais 35 plus 5, on aurait trouvé 40 athlètes capables d'eux. Du coup, ça nous facilite la vie. Et donc, de fait, il n'y a pas vraiment de surprise parce que à roster étendu, indépendamment de qui est sur le terrain à quel moment, ça reste un sport qui se joue à 7 en même temps hein, et pas à 40. Les gens éligibles, disponibles, et j'en veux pour preuve la qualité de nos réservistes disponibles là en Belgique, qui facilement prenaient une place sur le terrain. C'était un peu cette logique qu'on avait, et du coup, s'il y a des surprises, elles sont agréables, parce qu'on a vu des gens qui ont rajouté leur nom dans le document de postulants et de postulantes tard dans la saison. Et je le prends comme une victoire bipersonnelle entre Théo et moi de se dire ah on a continué d'intéresser des gens jusqu'au bout à s'inscrire
avec des gens qui se retrouvaient, même s'il n'y avait pas un système officiel de quotas à la demi-journée, mais avec des gens qui rétroactivement avaient déjà participé à suffisamment d'activités avec le groupe pour avoir une bonne idée de qui joue où, qui, quand, comment. Et c'est hyper appréciable de se rendre compte qu'un non-postulant peut devenir postulant à tout moment parce qu'il adhère, entre guillemets, au projet. Et c'est peut-être la bonne preuve que les choses sont saines parce qu'on peut les prendre en cours de route. On a vu sur le Discord, on est une soixantaine. On a commencé, on était plutôt 40. Donc c'est quelque chose qui est vraiment apprécié et appréciable pour aujourd'hui et pour la suite. Justement, j'en profite, on va du coup passer au vif du sujet. Est-ce qu'il y aura des surprises ou pas? Je pense que le chat pourra nous le dire. Donc, Allez. je vous laisse faire votre début de présentation. Donc, on va commencer par les poursuiveurs et poursuiveuses. Donc, strictement bandeau blanc pour cette sélection. Donc du coup, on a du coup Samir, Estelle, Capucine, moi-même, Roxane et Gatien. Je pense que la surprise, comme tu dis, pourrait être Samir. Tout à fait. Petite question sur Samir, parce que je pense que beaucoup le connaissent. Ça fait quand même quelques années qu'il fait du quadball. Je crois qu'il a 1 ou 2 ans de plus que moi, donc c'est pareil, il est plus sur une bonne bouteille de vin bien, bien conservée, hein. Mais jusqu'à présent, il avait montré assez peu d'intérêt pour l'équipe de France, à part venir au camp d'entraînement pour servir de sparring partner, d'aider justement à cette émulsion autour des camps. Donc voilà, un petit questionnement sur le rôle qu'il va jouer dans cette équipe de France. En fait, c'est typiquement une personne qui rentre très bien en fait, dans l'équipe de développement parce que Samir est toujours très intéressé et très curieux, mais aussi à une certaine expérience qu'il va pouvoir apporter, une certaine structure dans le jeu qui, je pense, va pouvoir être très intéressante à utiliser. Et en fait, malgré son expérience, il n'a pas tant joué que ça avec l'équipe de France. Et c'est ça aussi qui rend ça intéressant, c'est on va pouvoir utiliser en fait son expérience pour tout le monde. Et je pense qu'on peut noter aussi un grand retour, c'est le tien, Théo. Je profite que tu sois là pour nous faire une petite, un petit mot sur ça. Ça va être du coup, bon, je sais que tu as repris le quadball en compétition amicale, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais Ce week-end. voilà, ce week-end, hein. Mais voilà, ça fait un moment enfin, du coup, ça fait un moment que tu étais un peu sur le côté, surtout vis-à-vis de l'équipe de France. Comment tu te sens de reprendre la compétition avec ce tournoi qui a quand même une très grosse ampleur et une bonne intensité de jeu qui va arriver finalement très très vite, hein? Pour moi, ça va vraiment être l'idée de reprendre un petit peu. Donc là, du coup, ce week-end, pour moi, c'était vraiment l'idée de remettre un peu le pied à l'étrier, de revoir quelles étaient les sensations. Et ouais, ce tournoi, la Nations Cup, ça va être l'occasion un peu de remettre le pied à l'étrier et d'essayer de voir si tout ce que j'ai essayé de mettre en place un petit peu ces derniers mois avec l'équipe de France, ce que, ce que je peux en faire aussi sur le terrain, quoi. Super. Après, je peux aussi, forcément, on note Estelle, Capucine, Roxane et Gatien qui sont des joueurs et joueuses de très grande qualité et clairement qui ont un grand mérite d'être sélectionnés aussi pour cette équipe et qui représenteront très bien nos couleurs, hein, je le pense. Enfin, j'en suis sûr même. La suite? La Attends, suite, c'est pas fini. et bah, du coup, la suite, donc, du coup, on a du coup, hein, oui, C'est on la... a des bandeaux verts parmi, mais sauf que, en fait, je ne vois pas la différence. Ah, Donc, je ne sais pas ouais, qui. en fait c'était deux Mais, diapos des joueurs et joueuses de soif et il y avait la précision, ceux qui allaient jouer aussi gardien-gardienne et ouais, attrapeur-attrapeuse. voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et ben, Les 4 premiers sont donc, du en vert et coup, les un 3 peu. derniers sont en jaune. Et Tarek a double casquette pour aider ton Ouais. daltonisme du joueur. Et du coup, suivant la même logique, on a du coup Nicolas qui était très présent au camp en France, Florence qui était en
en équipe A, Dimitri, Tarek, Antonin et Laetitia. Tarek qui a été notre réserviste de dernier moment avec la montée d'Emile dans les 21 et du coup Tarek a pris sa place en tant que réserviste et du coup Antonin aussi qui jouait aussi dans l'équipe A. Ouais, tout à fait. Bon, peut-être un petit peu moins de surprise sur cette diapo parce que c'est des noms qui soit déjà été en équipe de France A ou en équipe de France B l'année dernière, mais voilà des joueurs qui sont déjà présents sur la scène internationale depuis plus ou moins longtemps et qui représenteront très bien l'équipe de France également à cette compétition. Ouais, et puis si je rebondis sur cette diapo-là avec précisément les noms qu'on a cités, ce qui est trop cool, et vraiment c'est une aubaine quand ça n'existait pas, quand le Quidditch a débarré, et donc je dis Quidditch justement à l'époque, si on avait eu, je crois, la chance d'avoir un tournoi où on pouvait croiser toutes les nations du monde sans enjeu réel, avec un nouveau roster et des nouvelles têtes, ça aurait été vraiment un tremplin de progression et même des joueurs qui ont déjà participé à Salou l'année dernière qui reviennent à Salou. En plus, c'est au même endroit, littéralement, à dormir dans le même bungalow. C'est hyper agréable, je pense, de pouvoir se sentir progresser au niveau international à un échelon très important sans vivre exclusivement la frustration de ne pas faire le roster de la World Cup, surtout dans un sport où on le sait, il y a quand même un noyau dur qui a un peu les deux pieds enracinés dans le sol depuis bien trop longtemps. C'est très, très sain, je trouve, que d'avoir cette possibilité-là. Et je crois vraiment que l'avenir, quand je vois Dimitri Jaclet, j'ai du mal à utiliser le terme avenir, vous voyez ce que je veux dire, mais disons que le futur proche de la sélection France ou les sélections de France, elles sont avec le maillot bleu ciel là cette fin d'année. Sacha, je lui dirais que t'as rigolé. C'est une blague du coup. Ce sera enregistré sur le live pour toute la vie maintenant. Mais effectivement, je crois que c'est important de se rendre compte que les occasions sont parfois trop minces dans d'autres sports d'avoir accès à la scène internationale. Et c'est pas un hasard s'il est sur la photo. Je pense que c'est une très bonne tribune aussi pour, euh, pour nos joueurs et joueuses qui mériteraient systématiquement d'être dans des tournois internationaux, mais que finalement, la sélection obligeant, euh, c'est pas si évident. Donc, ouais, hyper important de bien comprendre la portée de ce tournoi-là. On comprend plus facilement la sélection World Cup. Là, c'est un bel effort, quoi. Je vois qu'on est plus quarantaine à regarder en live là. Mm. Sachez que c'est hyper important ce que ces gens-là vont faire, hein. Et surtout pour revenir sur Dimitri, certes, c'est pas le plus jeune du roster, mais justement, je pense que pour beaucoup, c'est un exemple que même à son âge, on peut encore avoir une énergie incroyable, une envie de se battre de ouf et justement montrer que il y a pas d'âge pour accéder à l'équipe de France. On a peut-être l'impression, parce que dans d'autres sports, limite à 25 ans, c'est la retraite. Que on est déjà trop vieux et trop vieille, mais je pense que moi et Albert on peut en discuter justement parce que là ça Bien fait sûr. plus de 10 ans qu'on y est, hein. Et pourtant voilà il est là, il montre que aux petits jeunes qu'on peut encore avoir envie même à 50 ans passés et que c'est pas l'âge qui lui donne l'envie sur le terrain. Donc un très bel exemple pour l'équipe de France, que ce soit là ou la B d'ailleurs, hein, parce que il est clairement au cul de la A pour qu'on se bouge sur le terrain aussi, Ouais, hein. définitivement, ouais. Bah, c'est son fiston qui doit s'inquiéter, mais en gros, on a vraiment la bonne dynamique. Et c'est un truc qu'on n'a pas dit un peu plus tôt, mais je gratte une minute de plus dans notre timer. D'expérience, c'est le meilleur événement qu'on ait vécu là en Belgique d'un point de vue autour de la sélection. Et une grande partie de cette réussite, elle est justement issue, même si c'était pas prévu, de ces joueurs et joueuses qui participeront à Salou, des gens qui n'ont pas simplement postulé pour postuler et qui, s'ils ne sont pas qualifiés, retournent à leurs affaires. Non, on a des postulants qui sont investis et qui poussent fort dans le dos de celles et ceux qui se croient intouchables, et c'est tant mieux comme ça. Et merci encore à celles et ceux qui sont venus encourager ou participer dans le staff, mais ça fait une grosse différence pour le coup avec ce qu'on a connu en,
y a quelques années en arrière. Il y a le Chanel qui est un petit peu en feu, je pense qu'ils veulent savoir la suite. Quel a été le critère qui a Bah, conduit à la la sélection suite, ouais. d'Antonin et Florence? Vas-y, on répondra à ça. Ouais, Ah oui, non, oui. je note ta question, Bastien, Ouais, t'inquiète pas, ça arrivera, c'est Ouais. prévu un peu plus tard d'aborder ce point-là. Cimer Albert. Avec plaisir, Nico. Du coup, les batteuses, batteurs-batteuses. On a, Tu veux que du je lise coup. ou... Non, non, mais oui, mais alors, j'ai pas vérifié les slides avant, j'ai vérifié tout avant, mais j'ai pas vérifié et je pense qu'il nous manque une personne. Du coup, on va avoir Estelle, Rémi, enfin deux Rémi. Oui, il manque Ina. Ouais, il manque Ina, c'est ça, Ok, sur bon la bah slide. voilà. Petit spoil, mais ouais, en effet, il manque Ina sur la slide. Moi, je tiens à noter Estelle. Petite surprise peut-être de la... Parce que Estelle, bon, qu'on a vu dans la sélection en tant que gardienne et, et poursuiveuse. Mais donc elle rejoint aussi hein, la line-up batteuse. Donc je pense que c'est la joueuse utility de cette équipe. Un choix qui peut peut-être être un peu surprenant parce que si je me trompe pas, elle a commencé à jouer avec les dodgeball juste cette année. Qu'est-ce qui vous a convaincu de lui faire confiance à ce poste-là Alors, justement? du coup, en fait, ça suit pas mal de choses que vous avez pu voir sur la dernière slide. C'est-à-dire que euh, initialement, vous pouvez voir sur la slide, on a du coup trois hommes. On a Rémi qui est non-binaire et du coup on a Estelle et Ina. Euh, et du coup, on peut, c'est dans un objectif déjà de progression parce elle est intéressée par le rôle, mais, euh, mais aussi du fait que habituellement on sélectionnait et on faisait jouer Rémi dans la rota homme. Donc en fait, c'est comme ça qu'on l'a considéré pour la sélection. Donc actuellement dans la seconde rota, donc du coup pour notre duo, on n'avait que Ina. Et donc l'idée, c'est de pouvoir déjà avoir une autre personne dans la rotation au besoin. Donc ce sera pas son rôle principal, mais elle pourra rentrer en tant que batteuse. Mais aussi, donc du coup, je vais faire le lien avec la suite. C'est-à-dire on a beaucoup de batteurs, donc du coup, dans cette, dans, ils sont quatre actuellement dans la rotation homme. Et en fait, on va essayer de jouer de temps en temps un petit peu avec du coup deux batteurs sur le terrain et trois poursuiveux sur le terrain. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez vu des petits bandeaux verts qui sont apparus un petit peu précédemment. Et Estelle, en fait, pourra aussi faire partie de ces bandeaux verts, en fait, à l'occasion. Suivant suivant ce qu'on voudra essayer, on aura donc du coup soit une poursuiveuse bandeau vert ou soit un homme bandeau vert et du coup deux poursuiveuses bandeau blanc aux anneaux. Ce qui explique du coup un peu plus de diversité en termes de genre sur le port du bandeau vert que ce qu'on a pu voir Ouais. en Team A, tout à fait. Petite... Bah, oui, essentiellement, en fait, le port du bandeau vert, souvent la on meilleure veut une pointe. rotation en fait qui sait la mieux plaquer en fait sur le terrain. Mm. Et en général, sont plutôt des hommes, mais on est sans problème à donner cette responsabilité et ce bandeau vert à à des femmes quand l'occasion se présente et quand la situation, où c'est souvent en plus une histoire de rotation qui qui nous donne l'envie de faire ça comme ça. Ça marche. Petite surprise peut-être aussi pour certains ou certaines, on voit le nom de Rémi Martin. Donc c'est un joueur qu'on a assez peu vu cette saison parce qu'il y a il y a une blessure qui l'a gardé à côté des terrains pendant un petit moment. Je crois qu'il a fait son retour sur le terrain à la Coupe de France avec les Olympiens, si je ne m'abuse. Et comment vous avez réussi à évaluer sa préparation physique et technique pour la Nations Cup en l'ayant malgré tout assez peu vu cette saison? J'ai envie de dire que c'est pas le seul, malheureusement, qui a eu une saison difficile d'un point de vue blessure. Donc on est devenu coutumier du fait. On a pas mal de moyens d'évaluer. Je pense à Gauthier qui n'était pas à 100% au début de la saison et qui nous avait prévenu en amont, comme d'autres. Je vois Amel qui galère à retrouver sa forme d'antan. On est attentif à ça. On l'est d'autant plus que certains nous préviennent très tôt dans la saison de leur incapacité à jouer, mais pas de leur démotivation.
parfois on est obligé de sauter une saison entière. Là, Théo, ça tombe bien, la fin de la saison correspond à ta reprise, mais c'est pas le cas de tout le monde. On a des joueurs et des joueuses qui, je pense à Amélie, qui a encore les doigts dans un état pas possible et qui était très motivée en début de saison, donc j'espère qu'on la reverra plus tard. Mais pour ces joueurs et ces joueuses qu'on connaît, qu'on a revus parce que leur reprise était quand même courante cette saison, on triche entre guillemets, on se limite pas exclusivement au camp, on profite d'être plus qu'intéressé avec Théo, pas uniquement au projet France, mais à la compétition en général. Et on a, je crois, une très bonne idée du niveau, au moins à l'instant T, des joueurs, que ce soit via le QC, la Coupe de France. En France, on a la chance aussi d'avoir de la Ligue qui oblige des occasions régulières d'avoir de l'intensité. Et puis, on sonde tout simplement au fur et à mesure que la rémission avance pour les blessés, l'état de forme. Je vous dis un truc rigolo, mais Rémi, je suis inscrit et abonné à son Strava et j'ai une riche idée au kilomètre près de ce qu'il est capable de faire en préparation pour octobre. Et c'est beaucoup plus facile de se rendre compte de l'état de forme de quelqu'un quand on sait que bah, il peut prendre son vélo 3 fois par semaine, qu'il va courir, qu'il va faire ci, ça, et que la seule raison pour laquelle on l'aurait moins vu cette année, c'est précisément un truc qu'on n'a pas envie de vivre, c'est 6 mois de galère qui nous éloignent du terrain. Donc franchement, ça m'aurait plus surpris de voir d'autres personnes sortir de l'ombre. Rémi fait partie de ces gens qui n'ont jamais lâché et qui voilà, sont un peu victimes de la situation. Je pense que nous trois réunis, on a 5 ans de maladie ou de jambes cassées. Donc on se rend bien compte de la réalité de notre sport qui est un sport de contact. On sait aussi que le meilleur moyen de repartir, c'est de faire un tournoi à intensité. Donc voilà, après c'est notre rôle avec Théo de faire attention, ou plutôt c'est mon rôle parce que Théo peut faire aussi trop vite sa reprise, mais ce sera mon rôle, profitant de ne pas jouer, de m'assurer que tout le monde revienne en une pièce et qu'on n'aille pas chercher de la surblessure. Mais je sais que là, à l'instant T, et Théo, pour parler de lui, et Rémi sont aptes et en état de se tuer pour l'équipe. Ça fait un petit peu le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, justement, de pas forcément se mettre de frein pour postuler en équipe de France. En fait, Complètement, ouais. c'est pas parce que ça fait 6 mois que vous faites du quad-ball ou ça fait 10 ans et vous avez jamais fait l'équipe de France, en fait, que vous pouvez pas essayer ou même juste venir aux entraînements, même sans forcément avoir une grosse vision de postulat. Après, c'est aussi au coach d'essayer de vous motiver s'il juge que le potentiel est là. Mais voilà, faut vraiment pas se mettre des freins psychologiques sur l'accès. Et on est un sport, comme tu disais, hyper accessible pour les niveaux internationaux. Donc Ouais, faut en profiter de vivre ces expériences qui sont hyper et même enrichissantes. pas de frein, là tu dis psychologique, parce qu'effectivement si c'est Oui, un sujet perso, encore moins de frein, mais même si c'était géographique, je vous donne du concret parce que ça a du sens pour ceux qui suivent les sélections depuis plusieurs années. Pierre, qui est à Heidelberg, qui a fait la sélection par le passé, qui nous prévient en début d'année, je vais avoir un petit, j'habite toujours à Heidelberg, c'est pas sûr que je fasse 4 fois l'aller-retour dans le mois. On a l'info, on prend l'info et derrière, on est capable de s'adapter. Et je sais qu'on le reverra bientôt parce qu'au final, cette saison a été particulièrement prenante. Je vois 15 minutes ouais, 15 avant minutes. Tu l'explosion de parles saveur, trop, donc Albert. Allez, je pense bon. qu'on va passer à la suite parce qu'il y a encore une dernière petite surprise pour cette sélection, hein, qui nous attend. Donc du coup, le capitanat. Donc du coup, Florence en tant que capitaine et Rémi en tant que speaking. Euh, je vais commencer par Rémi, mais qui arbitre très souvent des matchs euh, et qui se motive très souvent à arbitrer, qui est assez sharp sur les règles. On va aussi en même temps, je pense, essayer différentes choses. Je pense pas qu'elle sera speaking captain pour tous les matchs. En fait, ça va être aussi l'occasion d'expérimenter des choses. On va voir pour essayer d'avoir des speaking captain non joueurs pour, euh, pour pouvoir voir ce que ça donne et voir l'impact que ça a sur l'équipe parce qu'en fait, quand on est sur le terrain, en fait, souvent le speaking captain ne va pas beaucoup de choses et c'est bien Mm. plus simple. Et de la même manière que pour le coaching, c'est souvent un atout
d'avoir quelqu'un sur le bord du terrain qui est lucide et qui peut interagir sainement avec les arbitres et qui ne va du coup ne jamais être en contact direct ou sujet à, à une faute et va pouvoir avoir le recul nécessaire. Et du coup, oui, Florence. Pourquoi Florence? Donc, parce qu'elle est, enfin, elle est pas dans la Team France depuis très très longtemps, mais c'est pour son envie, sa motivation qu'elle va communiquer à tout le monde, cette volonté de gagner et d'avancer, de toujours se pousser. Là-dessus, elle est vraiment un exemple, je pense, sur le terrain, et c'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand elle est sur le terrain, elle va aller se battre jusqu'au bout. Et, euh, et elle a cette voix aussi, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, qui peut aider, enfin, qui fédère et qui, euh, qui ramène un peu toute l'équipe autour d'elle. Donc voilà. Et Florence qui a commencé, comme tu disais, le quadball il y a très très peu de temps, mais elle a une très très grosse expérience dans le domaine sportif de par sa formation et de Oui. par ses performances en athlétisme. Et donc elle est capitaine de l'équipe des Ariane, co-capitaine avec Nabil, donc c'est vrai qu'elle n'est pas non plus totalement newbie à ce poste. Et les deux, Florence et Rémi, je pense, sont des choix très pertinents et sensés pour représenter cette équipe et elles le feront très très bien. Je pense qu'on peut afficher la sélection totale maintenant. La sélection Maintenant, globale, ouais. voilà. Et, Je et du note. coup, merci à Cécile Oui, hein, qui, comme oui, bah toujours, oui. nous fait ces superbes présentations et celles que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Encore, enfin, Ina merci est de beaucoup. retour, hein. Ce n'était Ouais, c'était juste Oui, Ina, pas c'est ça, ce n'est c'était pas. simplement un oubli. Comment sur la l'oublier, mais slide. ça fait plus de bruit quand elle est là que quand on écrit Pour, juste son nom. pour rebondir un peu sur la question de Bastien, on va essayer d'aller assez rapidement vu qu'il nous reste très peu de temps. On voit des noms hein, comme Florence, Antonin, Victor, Ina qui ont joué, hein, qui étaient sélectionnés en équipe A et qui ont eu du temps de jeu relativement limité certes, mais qui ont eu du temps de jeu. Hein. Comment expliquez-vous qu'ils se retrouvent dans l'équipe B, sachant que, bon, comme vous avez dit, la règle, elle a un petit peu évolué dernièrement, mais qu'est-ce qui explique en fait ce choix d'avoir réintégré en équipe B ces 4 joueurs et peut-être pas d'autres qui ont peut-être eu assez peu de temps de jeu aussi en équipe A, je sais. Je sais pas évaluer. J'étais trop pris sur le terrain, j'ai pas regardé, mais voilà. Est-ce que c'était une exception qui était liée à la préparation de la Nations Cup? C'est une évolution des règles de sélection? Si vous pouvez nous en dire un peu plus, très brièvement. C'est un choix qui est un peu arbitraire, malheureusement. J'ai pas envie de dire que c'est un peu l'oublié de la sélection, mais en fait, euh, on a malheureusement, en fait, avec les points, c'est quand même que c'était une équipe qui était un peu dure à monter et à motiver, à monter et à construire avec tous les points. Et en fait, le choix a été fait de ne pas le mettre dedans parce qu'il avait l'occasion en fait de jouer à Salou avec où je vais peut-être teaser des choses qu'il ne faut pas, mais voilà, vous le retrouverez peut-être à Salou pour d'autres raisons. Et l'idée était de faire jouer un maximum de monde. Euh, j'aurais le forcing était un peu compliqué à faire et de rajouter et de dépasser en fait ce stade des plus que 4 points, c'est-à-dire demander plus que la moitié des points auxquels on avait le droit. Et je, s'il avait été possible vraiment de le mettre sans problème, il aurait été dans cette liste. Je complète si tu veux bien. Ouais. Je réponds déjà précisément à la question par rapport à Antonin, Florence et Émile. Euh, Victorina aussi. ouais, là, c'est vraiment, je réponds à cette Ah ok. question-là, parce que la question a été posée Mhm. après qu'on ait annoncé uniquement les poursuiveurs. Euh, la question est un peu dirigée, mais Émile, qui était réserviste et a dû rejoindre la sélection, ça c'est le point de vue extérieur. Mais nous, dès lors qu'il a rejoint la sélection, il aurait pu être réserviste
ou champion du monde de catch, c'était pareil. Le fait qu'il soit dans le roster à l'instant où il arrive en Belgique nous a permis de le faire jouer autant plus, moins qu'Antonin, à poste équivalent typiquement, sans restriction sur le fait qu'il était réserviste avant. C'est le principe de la réserve. S'il était réserviste et qu'il a eu à monter, on sait pourquoi, on est très content qu'Emile ait assuré. En plus, il avait mille et une raisons d'être en galère pour venir. Il a réussi à venir et faire l'effort. Son temps de jeu en Belgique est cohérent avec justement le plan qui était le nôtre. Et du coup, on n'est pas en train de comparer Antonin Florence, des non-réservistes qui sont dans la roster, et Émile qui est un réserviste qui a rejoint le roster. Non, c'est Émile est un joueur du roster, et Tarek est réserviste, pour bien resituer. De fait, c'est moins choquant peut-être de faire une sélection où Antonin prendrait éventuellement le slot d'Émile pour des raisons plus ou moins qu'on peut expliquer, mais qui ont du sens, que de dire qu'Antonin est moins légitime ou plus légitime parce qu'ils auraient un statut différent. Ils ont exactement le même statut. Ils ont d'ailleurs été, entre guillemets, participants de la même manière, utilisés, hein, pour utiliser un terme très coach connard, mais je partage, j'assume, mais on a utilisé les joueurs de la meilleure manière possible selon nous. On aurait été bien emmerdé qu'Antonin ou Émile se blessent, typiquement en Belgique. Donc on ne compare pas deux choses différentes, on compare deux personnes qui ont exactement le même rôle, et de fait, le terme arbitraire prend sens, c'est la même chose. Et je complète ça en utilisant les quelques secondes qui restent. Je complète en disant qu'on a choisi pour le coup de ne pas inclure aucun joueur ou joueuse qui aurait pu coûter un point. Et c'est facile de les identifier, c'est des joueurs qui ont déjà fait une sélection nationale ou plus, et il y en a qui en ont fait plus qu'une. Et pour être là aussi un peu transparent, un Antonin, une Florence ou un Émile aurait dû coûter un point d'après les règles initiales. Et c'est précisément parce que ce sont des joueurs qui ont un petit peu moins pris de place dans la sélection officielle qu'on a demandé une dérogation qui nous permet de réduire un petit peu leurs notes et alors de les voir apparaître. Mais de fait, quand on a et Antonin et Florence et Ina et Victor qui sont légitimes au roster, bah, on a un problème mathématique et on veut pas non plus se retrouver dans le cas inverse où Mourad me dit je suis dispo à Salou, bah c'est super, mais du coup quel est l'objectif? Donc on fait attention à tout ça en même temps si vous voulez, pour te répondre plus précisément. Merci pour ces précisions, Albert. J'avance un petit peu. Je t'en prie. Il y a une autre particularité sur ce roster, c'est qu'on peut voir qu'il y a seulement 17 personnes sélectionnées. Donc pour rappel, un roster, on peut accueillir jusqu'à 21 joueurs et joueuses et 4 réservistes. Est-ce que c'est voulu d'avoir un roster un peu plus limité cette année? Quels sont les objectifs? Très brièvement. Ouais, tout est relatif. Un Oui, roster limité, c'est juste qu'on a habitué la France à avoir 25 joueurs, mais là, on va être à Salou, on sera le roster le plus blindé, hein. Donc en fait, tout est relatif. Après, on a choisi, je prends la main Théo parce qu'on en parlait juste avant, on a choisi de pas niveler par le bas le roster en se disant on va juste remplir les gens parce qu'ils sont disponibles. On a choisi de continuer d'avoir une logique qui est nivelée par le haut parce que l'objectif est d'être champion. L'intégralité des 17 à notre confiance, avant, pendant, après, sur le terrain, en dehors du terrain, pour faire de son mieux et atteindre l'objectif. On aurait été de bien mauvais coach et on aurait été très peu cohérent que d'aller chercher 21 pour le plaisir d'arriver à 21. Donc Sacha a raison, il y aura sûrement 76 Allemands en train de chanter, mais avec 17 joueurs et 17 joueuses organisés, croyez-moi que c'est bien. Et il y a un autre avantage qui est purement compétitif, ça fait plus de temps de jeu pour tout le monde et le but est de développer, donc c'est juste idéal, quoi. Parfait. On aurait pu partir à 16. Merci pour cette réponse très concise. Je pense que du coup on peut passer sur tout ce qui est la préparation, comment l'équipe va se préparer d'ici octobre, parce que bon, la compétition va arriver très vite après cette petite trêve hivernale hein, dans l'organisation des camps. alors pour les camps, en fait, on n'a pas encore fait d'annonce parce qu'en fait, on attend des retours, mais on peut donner un peu déjà des dates de manière officieuse. Il faudrait que je les reprenne d'ailleurs, je ne les ai pas notés, mais ça devrait être le week-end J'aimerais faire ça du coup les week-ends des 6 et 20, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça tombe vraiment sur des week-ends. J'ai pas de. J'ai... Alors en septembre, Mais ouais, on a le 6 et l'idée est 7 de et le faire 20 et 21, ouais. 2 camps à 2 semaines d'intervalle et 2 semaines avant Salou.
Donc du coup, 2 camps et potentiellement d'en faire un à Toulouse. On attend des retours pour ça. Donc du coup, pour savoir lequel serait à Toulouse, lequel serait à Paris. Et parce que du coup, on a quand même pas mal de Toulousains et de Toulousaines dans cette équipe. Je pense que et on a aussi des Montpelliérains et des Montpelliéraines T'es à Montpellier. Beaucoup de Montpellier. qui seront beaucoup plus proches à Toulouse. Bon, ça va, ils ont un direct Paris-Montpellier, hein, c'est bon. Ils ont du soleil, ils vont pas se plaindre quand même. Bon, je pense qu'on va pouvoir. Je vois le chrono qui diminue petit à petit. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Donc, maintenant qu'on a découvert la liste des 17 athlètes qui vont porter les couleurs de la France à Salour, un immense merci à Théo et Albert pour leurs éclairages sur ce processus de sélection. Merci aux spectateurs et spectatrices pour votre soutien durant ce live. Et du coup, rendez-vous au prochain camp équipe de France, donc premier week-end de septembre a priori, et le week-end du 20. Et puis bien sûr le 4 et 5 octobre pour la Nations Cup à Salour. Merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao, restez connectés sur Ciao, Discord. merci, bonne soirée.